cet épisode, Adam et Jamie donnent un coup de projecteur sur un mythe brûlant, la catastrophe du Hindenburg. A-t-il brûlé à cause des produits chimiques présents sur son enveloppe? C'était hallucinant. Nous passerons des zeppelins au zigzag. Non, pas le crocodile! Faut-il faire des détours pour espérer échapper à un reptile affamé? Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Prêt à plonger? et Jamie Heineman. Rien que de voir ça, je suis tout excité. Splendide! À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. C'était balèze. À leur côté, Grant Imahara, Tu tentes ta chance? Tori Belleci Qui a commandé un pantalon explosif? et Carrie Byron. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Le Hindenburg a-t-il pris feu à cause de l'hydrogène ou de son enveloppe externe? Quel est le mythe? Le mythe d'aujourd'hui porte sur la cause de la catastrophe du Hindenburg. Le 6 mai 1937 est resté comme l'un des jours les plus sombres dans l'histoire de l'aviation. Un énorme zeppelin allemand, le Hindenburg, survole New York avec 97 passagers à son bord. Ce soir-là, alors qu'il s'apprête à se poser sur la base aérienne de Lakehurst dans le New Jersey, le dirigeable s'enflamme subitement. 36 personnes périssent dans l'accident. Le dirigeable est réduit en cendres en seulement 34 secondes, laissant une image brûlante dans tous les esprits. Tout le monde sait bien que c'est dû à l'hydrogène. C'est pour ça qu'on ne l'utilise plus dans les dirigeables. Ce n'est pas ce que dit le mythe. La cause réelle de l'incendie du Hindenburg serait son enveloppe externe, plus exactement le vernis et la peinture qui la recouvraient. La théorie de la peinture inflammable a été avancée par Addison Bain, un chercheur de la NASA à la retraite. Après avoir examiné des fragments de la coque du Hindenburg, Bain a estimé que l'incendie n'était pas dû à l'hydrogène, mais à la peinture métallique utilisée sur le dirigeable. C'est un mythe sur mesure pour Adam et Jamie. La chaleur va monter. Ils vont tester cette théorie de la peinture. C'est la meilleure expérience à échelle réduite que j'ai jamais faite. Par où on commence? Puisque ce mythe porte sur l'enveloppe du zeppelin, commençons par là. Il faut trouver quel tissu a été utilisé, avec quoi il a été peint, reproduire le tout et le faire brûler. D'accord. L'enveloppe du Hindenburg était composée entièrement de coton et recouverte d'un enduit spécial, le DOP, rendant le tissu ferme et imperméable. Ce vernis était notamment composé de poudre d'aluminium et d'oxyde de fer. En combinant ces deux ingrédients, on obtient une puissante substance explosive, la thermite. Adam a hâte d'essayer cette recette. Mais pour cette leçon de cuisine, il aura besoin d'une tenue inifugée et tout le monde portera un masque de protection. Prenez un poêlon en fonte, ajoutez de la poudre d'aluminium et de l'oxyde de fer et mélangez bien. Ça ne va pas s'enflammer pour autant. Pour obtenir une réaction thermite, il faut encore ajouter un ou deux ingrédients top secret. Cet ingrédient est composé de flou. Celui-ci contient également du flou. C'est très dangereux le flou. Ne jamais mélanger du flou avec du flou. Placez le mélange mystérieux sur la poêle et fuyez immédiatement. Les ingrédients réagissent en quelques secondes. Ensuite, ils se mettent à cuire à une très forte température, presque 2500 degrés. Les Mythbusters ont donc vu une réaction thermite de leurs propres yeux et savent que le Hindenburg était couvert de produits pouvant produire cet effet. Cela fait un point en faveur du mythe. La question est de savoir si ça fait pareil avec du DOP. Il faut tester des échantillons de tissu. Le Hindenburg n'était pas uniformément couvert de DOP.
La moitié inférieure avait 3 couches de dope contenant de la poudre d'aluminium. La moitié supérieure avait le cocktail thermite, une première couche de butyrate et d'oxyde de fer, puis 3 couches de butyrate et d'aluminium. Il y a un truc qui me chiffonne. Si la poudre d'aluminium et l'oxyde de fer sont tellement dangereux, pourquoi en mettre sur l'enveloppe du Hindenburg? Ils ont pensé que c'était le mélange idéal pour protéger de la chaleur et de la lumière les poches qui contenaient l'hydrogène. Ça se tient. Jamie prépare des panneaux avec du coton et des cadres d'aluminium, les matériaux utilisés sur le Hindenburg. Le premier est en tissu, le deuxième est peint comme le bas du Hindenburg. Et le troisième est peint avec le même mélange de dope que celui qui couvrait la moitié supérieure. C'est surtout pour savoir si le dope influe sur la vitesse à laquelle ça brûle. On va commencer par un morceau de tissu tout simple, voir à quelle vitesse il brûle, puis le comparer aux autres mélanges que nous allons tester. Adam enflamme le tissu non traité, qui se consume à très petit feu. On a besoin d'un accéléré, pas d'un ralenti. Comme tu veux, Adam. 5 minutes et 25 secondes. C'est lent. Ça a mis presque 10 fois plus de temps que le Hindenburg dans son entier. Ils ont un chrono de référence. Maintenant, passons au premier test avec du dope. C'est le bas du Hindenburg. Du dope pur et 3 couches d'aluminium. Prêt? Ouais. Partez. Ce n'est pas formidable. Le Hindenburg faisait 245 mètres et il a brûlé entièrement en moins d'1 minute. Dans ce cas précis, une réaction thermite est à exclure, puisque le dope ne contient pas d'oxyde de fer. Ça a pris combien de temps? 2 minutes et 26 secondes. Le mélange du bas a brûlé 2 fois plus vite que le tissu nu, ce qui montre bien que la nature du vernis influe sur la vitesse à laquelle ça brûle. Et enfin, le dope qui se trouvait sur la moitié supérieure du Hindenburg, le cocktail pouvant provoquer une réaction thermite. Se produira-t-elle? Pour échapper à un crocodile, vaut-il mieux courir en zigzag? Aujourd'hui, un mythe autour des crocodiles. Est-ce qu'ils vivent dans les égouts? Non, Est-ce qu'ils ont des larmes? non plus. Si on est poursuivi par un crocodile, on peut lui échapper facilement en faisant des zigzags, puisqu'ils ne peuvent pas faire de virage. Dans l'eau, les crocodiles sont des animaux capables de se jeter sur vous en un éclair. Les attaques de crocos peuvent atteindre les 50 km/h. Enfin, une attaque, c'est une chose, la course, c'en est une autre. D'après ce mythe, on peut facilement échapper à un crocodile en zigzagant. Comme ils ont un long corps et qu'ils sont courts sur pattes, ils n'arrivent pas à tourner à angle droit. Ça a l'air assez dangereux à tester. Comment on va procéder? On va d'abord prendre Buster et construire un mécanisme qui le tirera en ligne droite, puis un autre qui le fera zigzaguer. Et si on mettait un peu de piquant? Plutôt que de lui attacher simplement un steak au derrière, on pourrait lui faire des jambes en viande? Comment on fait? J'en sais rien. Ce sera ton boulot. Nous, on construit la machine. Le plan consiste à accrocher le mannequin à un chariot télécommandé qui se déplacera sur le côté. Celui-ci sera suspendu à un rail en acier. Le chariot sera tiré le long du rail, faisant zigzaguer les jutes jambons de Buster. Cet ingénieux mécanisme sera ensuite transporté dans une ferme de crocodiles pour voir si les reptiles courent après. Cette fois-ci, Buster va devoir bien s'accrocher. Buster sera suspendu au-dessus du sol. Il faut donc qu'il soit très très léger. Je vais construire son torse entièrement en mousse et j'aurai une petite surprise pour les jambes. Le Buster en mousse monte, tel un gâteau dans un four. Il est très léger. Il ne va pas exercer beaucoup de pression. Ce Buster poids-plume est encore cul-de-jatte. Carrie a prévu des jambes en viande spécialement pour lui. C'est quoi? Des barésilles. Il portera des barésilles À boule le fric. remplies de cailles. Mais ce ne sont pas les cailles surgelées que l'on peut trouver dans certains magasins. C'est pas possible. Elles sont pas déplumées. Je peux pas. Elles ne sont pas vidées. Une glace à la caille. Posez ça. Allez, posez ça.
J'avais jamais jonglé avec des cailles. T'es taré. Pose ça et remets-toi au boulot. J'ai une journée chargée, je dois placer des oiseaux morts dans de la lingerie fine. Ce n'est pas le genre de phrase qu'on entend tous les jours. Adam et Jamie tentent de connaître la vérité sur la catastrophe du Hindenburg. La peinture présente sur ce panneau est la même que celle sur le haut du zeppelin. Elle contient de la poudre d'aluminium et d'oxyde de fer, deux éléments qui, une fois combinés, produisent le dévastateur effet thermite. Cela va-t-il se produire ici? Adam enflamme le cadre. Aucune réaction thermite. Aucune chaleur extrême. En fait, le cadre met 5 minutes et demie à se consumer, soit 2 fois plus de temps que le coton couvert d'aluminium. C'est presque comme le tissu tout seul. Ce mythe n'est pas invalidé pour autant. C'était un seul panneau, de petite taille, alors que le Hindenburg était couvert de milliers de mètres carrés de tissu. Peut-être qu'à plus grande échelle, l'incendie serait également plus important. Il en faudrait sans doute beaucoup plus pour créer une forte réaction. Les créateurs du Hindenburg n'ont certainement pas voulu recouvrir leur œuvre avec une peinture prête à exploser. Les détracteurs de la théorie de la peinture explosive disent que la réaction thermite était impossible à obtenir, vu que les ingrédients n'étaient pas bien dosés pour cela. C'est justement cela qui pique la curiosité des Mythbusters. Que se passerait-il s'ils appliquaient de la thermite pure sur l'enveloppe du dirigeable? C'est plus une pâte qu'une peinture. Mais on arrivera à l'étaler. Maintenant, on passe au Megadope. C'est le pire scénario possible. Peut-on obtenir une réaction thermite si on n'a que du dope? Fais attention en allumant. Adam met le feu au panneau. Chronomètre. Ce n'est pas le phénomène pyrotechnique attendu. Adam et Jamie songent déjà au plan B, quand soudain... Nom d'un petit bonhomme. C'est l'effet thermite. Exactement. Une fois que le mégadope a pris feu, le panneau a brûlé en à peine 20 secondes. Rien à voir là. C'était hallucinant. Pour la première fois, on a une preuve qu'il peut y avoir une part de vrai dans ce mythe. C'était tout à fait le genre de brasier qui fait penser à celui du Hindenburg. On a brûlé des petits échantillons, mais n'oublions pas que le Hindenburg était rempli avec 200 000 mètres cubes d'hydrogène. On n'a qu'à brûler un échantillon en présence d'hydrogène pour voir ce que ça fait. Les images de la catastrophe montrent le zeppelin englouti par les flammes. Pourtant, au lycée, on apprend bien que l'hydrogène brûle en produisant une flamme presque invisible. Dans ce cas, que voit-on sur les images? L'enveloppe qui brûle et pas le gaz? Adam va enflammer un peu d'hydrogène pour voir à quoi ressemble la flamme. Il prend un cylindre rempli d'hydrogène pur et construit un énorme bec benzène. C'est une flamme orange. C'est toujours comme ça que l'hydrogène brûle. La flamme est à peine visible, alors qu'on distingue bien la flamme dans le film de la catastrophe. Certes, les témoins oculaires ont dit qu'elle était orange, mais elle était beaucoup plus visible que celle-ci. Une chose est sûre, l'hydrogène brûle à toute vitesse. Cela entraîne une question très pertinente. Si ce gaz est inflammable à ce point, pourquoi a-t-on gonflé le Hindenburg avec? Le Hindenburg aurait dû être rempli avec de l'hélium. Mais les États-Unis avaient imposé aux Allemands un embargo militaire sur l'hélium. Donc ils ont dû adapter l'appareil pour que ça marche avec de l'hydrogène. Au moins ça a donné plus de portance aux zeppelins. Que se passe-t-il quand le gaz et l'enveloppe du dirigeable se consument ensemble? Pour le savoir, Adam construit une boîte qu'il recouvre de tissu. Le tissu couvert de dope que je viens de placer sur cette boîte représente la moitié supérieure du Hindenburg. Il y a une couche de dope de butyrate et d'oxyde de fer, puis 3 couches de dope de butyrate et de poudre d'aluminium. C'est parti, mesdames et messieurs. On injecte de l'hydrogène dans la boîte, puis Adam approche une flamme. Pas de blessés? Cette fois-ci, Adam a bien dégusté. Il y avait peu de gaz dans la boîte, ce qui a déclenché une réaction rapide et violente.
Pour que l'enveloppe et le gaz brûlent au lieu d'exploser, l'hydrogène devra être diffusé dans un espace plus grand. Il faut que ça brûle lentement. On veut voir le tissu brûler avec l'hydrogène, pas une simple explosion. Adam et Jamie vont devoir sortir de leur boîte et faire des expériences à plus grande échelle pour percer le mystère de l'incendie du Hindenburg. Un mythe prétend qu'il faut ruser pour échapper à un crocodile et courir en zigzag. Carrie a fini de préparer son Buster en mousse et en barésille, et de son côté, Tori a mis la machine à croco sur les rails. J'ai mon tube d'acier de 5 cm. Ce sera le rail qui passera au-dessus des crocodiles. Maintenant, il me reste à fabriquer le chariot qui véhiculera le mannequin pour attirer les crocodiles. Ce sera relativement facile de faire avancer le mannequin en ligne droite. Beaucoup moins de le faire zigzaguer. Grant planche sur le chariot télécommandé. Notre mannequin en mousse sera fixé là-dessus. Et en fait, ce sera à l'envers. Il se déplacera comme ça. Le moteur est ici, avec le pignon. Quand le pignon tourne, ça fait avancer ou reculer la chaîne. Ensuite, il faut adapter la machine à la vitesse humaine. Nous allons poser une grille sur le sol de l'atelier et la filmer de haut. On va faire des zigzags dessus et garder le chrono le plus rapide. Grant fait plusieurs zigzags sur la grille. J'ai essayé d'aller le plus loin possible de chaque côté. Ça te sauverait sûrement la vie puisque le crocodile serait en train de se marrer comme une baleine. Il serait plié de rire. Grant étudie les images de la caméra grande vitesse. En comptant à l'image près combien de temps il lui faut pour parcourir une case, il peut obtenir sa vitesse moyenne. Elle est plutôt moyenne, on va dire. La vitesse moyenne dans la direction X, c'est-à-dire sur la longueur, est de 2,3 mètres par seconde. Cela ne fait que 8 km/h, alors que certains crocodiles peuvent courir 2 fois plus vite. Notre mannequin travesti ira-t-il assez vite pour pouvoir s'échapper? Cela dépend de cette machine. Les cailles ont voltigé dans tous les sens. Buster zigzague bien, mais malheureusement ses jambes, elles, se balancent un peu trop. Tori a un plan pour le remettre sur le droit chemin. Je voudrais l'empêcher de se balancer comme ça. Je vais souder des barres de chaque côté auxquelles je vais fixer des câbles. Puis je vais les faire passer dans des poulies attachées au chariot. Comme ça, j'espère que ça ne balancera plus. Les fils de guidage sont en place, on recommence. Buster amélioré, premier essai, c'est parti. Génial! C'est parfait. Ce chariot à Buster fonctionne très bien. Sympa les jambons. On va avoir du mal à trouver des crocos dans le coin. Le seul endroit où on peut aller tâter du crocodile, c'est en Floride. Faites vos bagages. En route! Gare au crocodile. À nous la Floride. C'est parti! Pourquoi le Hindenburg a-t-il brûlé? Le docteur Addison Bain, un ancien chercheur de la NASA, a lancé une controverse en affirmant que l'incendie était dû à la peinture métallique sur l'enveloppe du zeppelin plutôt qu'à l'hydrogène. Adam et Jamie mènent l'enquête. Mais pour l'instant, leurs expériences à petite échelle sont un peu frustrantes. On ne va pas obtenir de résultats concluants en restant à une petite échelle. Il faut passer à une échelle supérieure, même si on ne peut pas essayer à l'échelle réelle. À ton avis, jusqu'où on peut aller? Je ne sais pas, 3 mètres? Si on va jusqu'à 5 mètres, on sera au 1/50e, un chiffre rond. Tu crois qu'on peut y arriver?
Adam et Jamie vont construire 2 modèles réduits du Hindenburg de 5 mètres de long et les recouvrir de peinture à l'aluminium et à l'oxyde de fer. L'un sera rempli d'air et l'autre d'hydrogène. Si le Hindenburg rempli d'hydrogène brûle plus vite, ce mythe sera déclaré bidon. Tout le monde est content? On ne dirait pas. Il faut en faire un troisième qui produise une réaction thermique à coup sûr. Ok, on va faire 3 dirigeables. L'incendie du 3e Zeppelin montrera ce qui peut se produire si quelqu'un était assez fou pour peindre son dirigeable avec de la thermite pure. Pour plus d'efficacité, Adam met la main sur les plans authentiques du Hindenburg et il se met au travail avec l'aide de Jess, son assistante. Ça, c'est ce qui soutiendra les cercles concentriques du corps du Hindenburg. Une fois qu'on aura accroché tous les cercles dessus, on soudera toutes les longues traverses et on recommencera. Et quand on aura fini, on recommencera à nouveau. C'est du boulot. Cela dit, pensez donc à ceux qui ont construit le Zeppelin à l'époque. Les travaux ont commencé en 1931 et ont duré 5 ans. Le Hindenburg était plus long que 3 avions gros porteurs, faisait 15 étages de haut et pouvait contenir 200 000 mètres cubes de gaz. Les concepteurs du dirigeable ont aussi inclus un fumoir, inifugé évidemment. Le mini Hindenburg des Mythbusters prend rapidement forme. Regarde ça, c'est vraiment génial. Ça doit peser 4 kilos à tout casser. Pour tester le Zeppelin une dernière fois, Adam le fait tenir sur son menton. Ne nous demandez pas pourquoi. Allez, assez joué. Il faut encore en produire 2 autres. Ok, on le baisse. Trois Zeppelins dans la journée, les doigts dans le nez. Il faut couvrir le cadre de coton. Adam coule l'enveloppe en un rien de temps. Tout se passe sans encombre, jusqu'à ce que Jamie décide de faire de la soudure. Tout d'un coup, cela donne un sombre cachet réaliste à cette maquette. Ces machins peuvent pas s'empêcher de cramer. C'est l'ironie du sort. Il ne reste plus qu'à couvrir l'enveloppe de DOP pour que les maquettes soient prêtes. Les Mythbusters vont enfin tout savoir sur ce mythe. Bientôt sous vos yeux, la piñata la plus dangereuse au monde. Peut-on échapper à un crocodile en zigzagant? Pour le savoir, Carrie, Tori et Grant ont mobilisé tout leur savoir-faire pour construire une machine à zigzag. Il ne leur manque plus que les reptiles adéquats. Nous voilà en Floride. Ces gens sont suffisamment inconscients pour nous laisser utiliser notre machine sur des alligators et des crocodiles. Pourquoi ils sifflent? Ils sifflent parce qu'ils se sentent menacés. Tu es trop près d'eux, ta présence les dérange. Je les dérange? Pardon. Tu fais des cris charmants. Cette ferme contient les 23 espèces de crocodiles existantes. John Brogan, le directeur, connaît bien le mythe du zigzag. Le crocodile court tout droit alors que moi je fais des zigzags. Je pense que je risque quand même de croiser sa route. J'y crois pas trop, mais ça vaut la peine d'essayer. Ils trouvent une bonne ligne droite pour placer leur engin. Buster s'est fait tout beau et il a enfilé ses barésilles. Suce au croco. Comme ce sont des animaux très dangereux, vous devez bien écouter les gardiens, David et Kevin. Ils vous diront comment vous placer. En cas de problème, ils vous crieront dessus. Pas pour vous engueuler, hein, mais pour vous dire rapidement où aller. Espérons que Tori a bien écouté. C'est lui qui va aider à affronter le premier crocodile.
Comme je regarde beaucoup le catch à la télé, je vais pouvoir essayer des prises sur ce crocodile. Le crocodile de Cuba est l'un des crocodiles les plus rapides et les plus agressifs au monde. C'est le candidat idéal pour le test du zigzag. Enfin, si on arrive à en attraper un. On va lui maintenir la gueule fermée. Ensuite, tu vas lui coller du ruban adhésif autour de la mâchoire pour qu'il ne puisse plus mordre. Quoi? Tu vas lui fermer la gueule. C'est bien ce que Tori avait entendu. Donne ce bâton à Kevin. Il va s'incliner en 2 secondes. Avoue-toi vaincu. Minable. C'est mieux que de jouer avec des robots? J'ai le coup de foudre pour ce boulot. Tu m'embauches? C'est fait. Le crocodile de Cuba attrapera-t-il ses jambes de caille gigotantes? Tori est prêt à tirer le mannequin sur le rail. Grâce à la télécommande, Grant agite les appétissantes guibolles de Buster. Notre reptile n'a pas l'air tenté. Mais on a un net aperçu de sa vitesse potentielle quand il se retourne contre ses gardiens. Il continue à motiver la bête, mais elle ne réagit toujours pas. On passe à un de ses congénères. C'est un autre crocodile de Cuba. C'est parti. Regarde comme ça gigote. Allez, viens goûter. Toujours rien. Les crocodiles refusent d'attaquer. Le gros problème, c'est qu'il sait que ce n'est pas un homme. Comment il fait? Les conditions sont parfaites. C'est la période de l'année où les crocodiles sont les plus actifs et le climat humide devrait favoriser leur mobilité. Il s'en fiche. Je suis assez dépitée. Mes bases sont filées, les crocodiles nous boudent. Vous savez ce qu'on dit à propos des enfants et des animaux sur les tournages? C'est bien vrai, Tori. Les mythes relatifs aux animaux ont toujours été difficiles à tester. Vous vous souvenez du nettoyage du putois? Adam et Jamie voulaient tester tout un tas de méthodes différentes pour enlever l'odeur du putois. Mais le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi à le faire puer. Ça ne marche pas, on s'en va? Les crocodiles refusent toujours de courir après les jambes de viande de Buster, quelle que soit la configuration. Heureusement, les Mythbusters ont un plan B. Nous allons prendre une caille et la fixer sur mon vaillant robot de combat. Si jamais un croco le prend entre ses mâchoires, il saura comment se défendre. Chargé de caille, le robot de Grant se prépare pour sa mission. Tel un rover de Mars, il se poste près du bord de la piscine, à portée d'attaque de l'animal. Grant est prêt à faire démarrer le robot au moindre mouvement du crocodile. Sauf qu'apparemment, celui-ci ne veut pas d'un déjeuner sur roue. Comme on a beaucoup de mal à faire venir ce crocodile à la surface de l'eau, je vais la lécher avec de la caille. Je vais en déposer juste devant son museau. Tori s'approche et lance le volatile. Aucun effet. Il ne va jamais sortir. Les dompteurs nous ont dit qu'ils étaient assez timides par nature et pas particulièrement stupides. Ton robot a l'air de le faire flipper. Aucune réaction à Buster, aucune réaction au robot. On ne pourra pas dire que les Mythbusters n'auront rien tenté. Ils ont l'air lents sur la terre ferme, mais quand ils surgissent de l'eau, ils sont rapides comme l'éclair. J'ai fait des recherches sur le sujet. Aussi loin qu'on puisse remonter, presque toutes les attaques de crocodiles ou d'alligators ont eu lieu alors que la victime se trouvait dans l'eau ou près de l'eau. Quels sont les conseils pour éviter de se faire bouffer? Premièrement, s'il y a des panneaux d'avertissement, ne pas aller dans l'eau. Deuxièmement, si on tombe dans l'eau, il faut en sortir le plus vite possible. Et troisièmement, ne jamais laisser pendre ses bras ou ses jambes le long du bateau. Je pense qu'on peut suivre ces règles. Il ne reste qu'une solution, le plan C. Comme cinglé. Tori va risquer sa peau. Au grand mot, les grands remèdes. On a tout essayé pour attirer ces crocodiles vers les appâts, mais rien n'y fait. On va donc tenter une approche différente. On va voir s'ils réagissent quand on les agresse. Je vais enfiler des protections
aller titiller les crocodiles et voir s'ils me courent après. Tori prend des risques. Espérons qu'il ne se prendra pas surtout des coups de mâchoire. Et si jamais il y en a un qui m'attrape la jambe, comment faire pour qu'il lâche prise? Je ferai tout pour atténuer ta douleur le plus rapidement possible. Il a un bâton. Pour m'assommer? C'est pour ton bien. Plus vite tu perds conscience, et mieux c'est pour toi. Tori aura les jambes bien protégées. En revanche, le gros rembourrage va beaucoup le ralentir. Je risque de tomber à cause de mes protections. Elle pourrait m'empêcher de m'enfuir. Malgré cela, il est prêt pour son face-à-face avec la bête. Il s'agit d'un crocodile de Johnston, un animal australien. Il est plus petit que le crocodile de Cuba, mais rapide et très attaché à son territoire. C'est le premier test. Le crocodile de Johnston contre Tori. À ton avis, va se passer quoi? Le croco va le croquer. Tori parviendra-t-il à arracher la victoire? Le mot n'était peut-être pas bien choisi. En fait, c'est plus difficile qu'on ne croit de provoquer un crocodile. Si Tori y parvient, il devra penser à courir en zigzag. Tout d'un coup, le crocodile sort de l'eau, mais arrête son attaque net. C'est la fin de l'expérience. Tori en ressort indemne. Quand il est sorti de l'eau et qu'il s'est jeté sur moi en me regardant et en sifflant, j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. Je flippais à mort. Il commence à tirer des conclusions concernant ce mythe. Je ne crois pas que ce soit le plus important. À mon avis, on pense d'abord à échapper à la première attaque, la plus foudroyante. Si on l'esquive, je pense qu'on ne risque plus rien. Tori a parfaitement raison. Dans la nature, les crocodiles ne pourchassent pas leur proie sur la terre ferme. Ce sont des prédateurs qui guettent leurs victimes et attaquent depuis l'eau. Si on échappe à la première attaque, on ne court plus beaucoup de risques. Ça, ce sont les crocodiles. Mais qu'en est-il des alligators? Grant veut tenter une dernière expérience avec les cousins des crocos. Jusqu'ici, on a utilisé des crocodiles qui ont fait la fine bouche devant la nourriture. Mais il paraît que vous avez des alligators dressés. On a 3 spécimens de choix, Fluffy, Skipper et Bob. Avec un peu de chance, l'un des 3 se jettera sur vous à toute vitesse. Fluffy, Skipper et Bob. Ils ont l'air sympas. Il faudrait lui placer la nourriture à 30 cm de la tête. Si près que ça? Oui, D'accord. tout près. Grant prend sa voix la plus autoritaire pour appeler l'animal. Skipper! Skipper! Ça manque encore d'autorité. Skipper! Skipper! Skipper suit l'appât, mais sans mettre le turbo. Ensuite, Carrie essaie de faire zigzaguer Fluffy. Où est-ce Bob? Tu me fais flipper, mon grand. Par ici. C'est ça. Je dois à la bonne, on dirait. Est-ce qu'elle a surtout peur de l'alligator ou de la caille? L'alligator change lentement de direction et suit Carrie. Malgré cela, est-ce qu'on peut vraiment parler de zigzag comme dans le mythe? J'ai zigzagué, il n'y a pas de doute. Il m'a suivi, mais en serpentant, pas en tournant à angle droit. Je me suis pas échappée plus vite ou plus efficacement pour autant. Ne nous voilons pas la face. Ce mythe commence à être sérieusement menacé. On a tout donné pour ce mythe. On a même jeté nos corps en pâture. Que faire de plus? Je suis vraiment déçu. On n'a même pas testé notre machine à zigzag. On était au bon endroit, à la bonne époque de l'année, avec des crocodiles grincheux et leur nourriture favorite. Et ils ont fait la gueule. On a même attaché des cailles à ton robot et ça ne les a pas alléchés. Ça prouve au moins quelque chose. Zigzag ou pas, les crocodiles ne chassent pas sur la terre ferme. Ils tentent des embuscades. S'ils n'attrapent pas leur proie du premier coup, ils attendront qu'une prise plus facile se présente à eux. La méthode du zigzag est ridicule. On ne pourra jamais la tester, puisqu'on ne se fera jamais poursuivre. C'est ridicule et c'est bidon. Bidon. Totalement bidon. Ce mythe est bidon. Ce
Cela fait des années qu'il est établi que la catastrophe du Hindenburg a été causée par l'hydrogène. Un ancien chercheur de la NASA a avancé une théorie contraire, selon laquelle ce sont des ingrédients métalliques dans la peinture sur l'enveloppe du Zeppelin qui ont déclenché l'incendie. Adam et Jamie ont construit plusieurs dirigeables. Voilà! Et sont déterminés à tester cette hypothèse. Ils se dirigent vers leur deuxième maison, la base navale abandonnée. On va faire exploser des zeppelins. Chaud devant. Ce zeppelin mesure 5 mètres de long, c'est-à-dire qu'il est à l'échelle 1/50e. Il n'a pas été conçu pour pouvoir voler et va donc devoir rester accroché. J'ai eu ces figurines dans une boîte de train miniature, également au 1/50e. Vous avez vu? Ils sont à la même échelle que notre Hindenburg. C'était vraiment un truc énorme. Cet incendie a sans doute été un événement incroyable, inouï pour l'époque. Selon le mythe, le Hindenburg a brûlé à cause de son enveloppe et non à cause de l'hydrogène. L'enveloppe de ce dirigeable est identique à celle du Hindenburg. Elle est même couverte de la même proportion de dopes. Dans le premier test, on n'utilise pas d'hydrogène. On met le feu à l'enveloppe et on voit ce qui se passe. La pièce sera fermée hermétiquement pendant l'expérience. Adam et Jamie regarderont ce qui se passe depuis l'extérieur par écran interposé. Pour enflammer le zeppelin à distance, Jamie fixe un chalumeau sur un poteau. Test numéro 1. Enveloppe conforme à la réalité. Pas de gaz. Mets le feu quand tu veux. On va chatouiller ce mythe au chalumeau. Ça me paraît bien, t'as bien visé. Ça brûle, ça a été rapide. Grâce à une caméra infrarouge, on voit le feu se propager sur tout le dirigeable. Le Hindenburg s'est consumé en 34 secondes. Pour que le mythe soit plausible, il faut que cette maquette brûle en un laps de temps comparable. Il y a des réactions thermiques par-ci par-là. Mais on en est déjà à 1 minute 10. On aurait déjà eu le temps de brûler 2 Hindenburg et on en est seulement au quart de celui-ci. Brusquement, le feu prend de l'ampleur. C'est magnifique! Les étincelles s'accumulent au fur et à mesure que l'aluminium et l'oxyde de fer se mettent à brûler. La caméra infrarouge montre une recrudescence d'orange alors que le feu se propage dans le dirigeable. Boum. 2 minutes et 6 secondes. C'est beaucoup plus rapide que ce que j'aurais prédit. Mais ça reste lent. Le vrai Hindenburg aurait eu le temps de brûler presque 4 fois de suite dans le temps qu'a mis cette maquette. Une odeur flotte dans l'air, celle du mythe calciné. Cependant, Adam entrevoit une lueur d'espoir. Ceux qui rejettent la théorie de la peinture disent qu'il ne peut pas y avoir eu d'effet thermite sur le Hindenburg. D'une part parce que les proportions d'aluminium et d'oxyde de fer n'étaient pas les bonnes, mais aussi parce qu'elles étaient contenues dans des couches différentes de butyrate. Or, nous avons observé une réaction thermite dans cette expérience. Cela ne prouve pas que le mythe est vrai, mais cela montre que les critiques ne sont pas totalement fondées. On passe au Hindenburg numéro 2, qui sera rempli d'hydrogène. Si on injecte du gaz et qu'on met le feu, cela ne produira pas un incendie, mais une explosion comme celle qu'Adam a obtenue à l'atelier. Pas de blessés? Le gaz devra donc être diffusé. L'hydrogène va venir des réservoirs par ce tuyau bleu. Va circuler sur la traverse centrale jusqu'à une écuelle d'eau. À partir de là, le gaz va se répandre dans tout le zeppelin. Si ce Hindenburg gonflé à l'hydrogène brûle plus vite que le premier zeppelin, la théorie de la peinture inflammable sera réduite en cendres. C'est le moment de vérité pour ce mythe. Allons-y. C'est maintenant ou jamais. Les conditions sont aussi proches de la réalité que possible. Jess injecte de l'hydrogène dans le Hindenburg. Le gaz prend feu. Rajoute de l'hydrogène, vas-y, à fond! Le zeppelin est gagné par les flammes. Wow. Regarde-moi ça. On est à combien? Boom. Wow. 59 secondes pile. C'est comme dans les images d'archives. C'est génial.
Mettons côte à côte l'expérience d'aujourd'hui et les images de la catastrophe. Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'est la meilleure expérience à échelle réduite que j'ai jamais faite. Les chronos sont révélateurs. Avec une enveloppe identique et de l'hydrogène, ça a brûlé 2 fois plus vite que la même enveloppe, mais sans hydrogène. C'est un résultat sans appel. La peinture métallique sur l'enveloppe a joué un rôle dans l'incendie du Hindenburg. De là à dire que l'hydrogène n'y était pour rien, c'est poussé un peu loin. Si je présentais une émission plus sérieuse que celle-ci, je dirais un truc comme ça. Comme toute grande catastrophe de l'histoire de l'humanité, celle-ci a été causée par de nombreux éléments en ce triste jour de l'an de grâce 1937. Ça, c'est du commentaire. Non, c'est du charabia. Au début, on avait dit que le dirigeable devait brûler aussi rapidement qu'il y ait de l'hydrogène ou pas, pour que le mythe soit confirmé. Avec de l'hydrogène, ça a brûlé 2 fois plus vite. C'est bidon. Il n'empêche que l'enveloppe a joué un rôle non négligeable. Elle a brûlé assez violemment et elle a eu une part de responsabilité dans la catastrophe. On a même vu de petites réactions thermiques ici et là, comme quoi, dans chaque bon mythe, il y a une part de vérité et que l'enveloppe pouvait produire un effet thermite. C'est la faute de l'hydrogène et de l'enveloppe. Oui, C'est bidon. bidon. C'est l'hydrogène qui a fait brûler le Hindenburg. Ce mythe est bidon. Et le troisième zeppelin alors? Il a été recouvert avec de la vraie thermite. De l'aluminium et de l'oxyde de fer mélangés, un cocktail explosif top secret. C'est la recette démente que Jamie a testée à l'atelier. Nom d'un petit bonhomme. Le mythe étant déjà déclaré bidon, c'est juste pour s'amuser. Nous allons voir ce qui serait arrivé si le Hindenburg, gonflé à l'hydrogène, avait été recouvert de carburant pour fusée. Il y a 7 kilos de thermite sur ce dirigeable. C'est un monstre. Ça va bien cramer. La thermite, c'est pas de la gnognotte. Et on en a mis un paquet. Rien ne va plus. Test numéro 3. Mégadope plus hydrogène. Tous aux abris. C'est allumé. Whoa! Dude! Sans surprise, la thermite s'enflamme très vite. Un peu d'hydrogène en plus, et c'est le brasier. Ça, c'est de l'incendie. Le Hindenburg du sieur Heinemann est anéanti. C'est fini. 30 secondes, pile. Les partisans de la théorie de l'enveloppe pensent que le Hindenburg a brûlé comme ça. Sauf qu'il ne croulait pas sous la thermite. Il n'aurait jamais décollé avec autant de thermite sur le dos. C'est impossible. Notre mission est terminée. J'aime l'odeur de la thermite en plein après-midi.